Bah, j'aimerais bien que vous commenciez peut-être en vous présentant OK. succinctement, juste dire, quel a été votre premier contact avec le théâtre ou alors avec les arts dramatiques et puis, ce que vous faites en ce moment au sein de la compagnie Le Grand 12 donc, avant que vous ne parliez du festival. Mon premier lien avec le théâtre, que comme je le raconte souvent, c'est un peu mon mythe fondateur, c'est que j'ai rencontré le théâtre, quand j'avais 7 ans, dans l'espèce de gymnase désaffecté à côté de mon école où, il y avait, une troupe itinérante qui passait. J'avais jamais vu de théâtre de ma vie. C'était la transpiration, c'était horrible, c'était un Molière, je trouvais ça incroyable et je me suis dit: «OK, ça va être, une part importante de ma vie». T'as su immédiatement? J'ai su immédiatement que ça allait être quelque chose d'important dans ma vie. Donc après tout mon collège et une partie de mon lycée, j'ai fait du théâtre, en enseignement, que j'ai arrêté après pour faire des arts plastiques parce que j'aime bien ça aussi et j'ai préparé Sciences Po que j'ai pas eu et j'ai intégré, l'académie de l'École supérieure de journalisme de Lille et après il y a eu le covid, tout s'est enchaîné, j'ai pas pu partir Mmh. en Erasmus. J'ai découvert la potentialité de faire, le jeune bureau à la Comédie Française et à la Comédie Française, j'ai découvert des personnes formidables dont tu fais partie, mais dont Alexis Béranger et Alexis, au début, il avait un projet, de monter l'Illusion comique Mmh. de Corneille, qui est toujours un projet d'ailleurs. Il m'a proposé de faire la scénographie, et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec l'équipe du Grand 12 qui portait ce projet-là. Avant que tu te présentes, Paul, je voudrais juste qu'on fasse une toute petite parenthèse sur pourquoi vous avez décidé de créer la compagnie. Quand est-ce que tu t'es dit: «Paul, maintenant ça y est, il nous faut une structure»? C'est très simple, avec Alexis, du coup, nous, on est copains de lycée. Hyper longtemps qu'on se connaît. On a fait tous les 2 des études, type, études de commerce pour tous les 2. Moi, j'étais en management culturel, mais dans une école, Dauphine, qui est une sorte d'école de commerce. On a tous les 2, après notre master, fait des écoles de théâtre à côté. Moi, j'ai fait les cours Cochet, Alexis, il a fait les cours à Coïva. On s'est retrouvés en dernière année. Donc trop drôle, tu vois? À 24 ans, 25 ans, se retrouver avec, ton pote avec qui tu blaguais en cours d'espagnol, au lycée. 6, 7 ans plus tôt, C'est dans une ça. école qui n'avait rien à voir. C'est ça et c'était bien aussi de se retrouver après qu'on ait eu un peu d'expérience chacun de notre côté. Et à la fin de l'année, moi, j'avais le projet d'une pièce qui s'appelle Jamais 212. Alexis, il avait son projet de l'illusion comique. Heu et un jour, on a déjeuné ensemble, on a dit: «Tu sais quoi? Vas-y, on fait tout ça ensemble, en fait». On s'est embarqués, là-dedans ensemble, bah, allons au bout, aussi parce qu'on se connaît depuis longtemps, on sait qu'on est capable de travailler ensemble. Et que faire les choses tout seul, dans ce milieu-là, mais encore plus largement dans les milieux artistiques, c'est complexe. Moi, je viens de la musique actuelle. J'ai toujours fonctionné en groupe, tu vois? J'étais le batteur, il y avait le bassiste, machin, truc. Il y en avait un qui faisait plus la com, il y en avait un qui faisait plus, la recherche de concerts, il y en avait quelqu'un qui cherchait enfin, qui s'occupait de l'administratif et tout. J'ai toujours fonctionné comme ça et ça fonctionne beaucoup mieux. Surtout, quand tu commences et que c'est à moitié ton métier. Mmh. Nous, on a commencé à avoir besoin de se structurer, notamment pour des sujets, administratifs type subvention, pour travailler avec des partenaires professionnels, il faut être structuré. Parce que si tu as pas d'association ou de maison de production et si tu as pas de licence d'entrepreneur du spectacle qui va avec, bah, tu es pas pris au sérieux tout simplement. Tu peux pas te produire. Tant que tu n'as pas la personnalité juridique, Mmh. en fait, tu n'existes pas aux yeux, des partenaires, C'est et ça. cetera et puis tu ne peux pas agir, pour vendre des spectacles, par exemple, en tant que particulier. Donc il te faut une structure, c'est super important quand est-ce que ça s'est opéré, ce revirement de situation où tu étais en école de commerce et comme Alexis, mais sans que tu le saches, tu t'es dit: «Je vais me diriger vers des cours d'art dramatique»? Moi, j'ai découvert le théâtre en action culturelle sans savoir ce que c'était de l'action culturelle en terminale. J'étais dans un lycée parisien et on était, en cours de théâtre pour ceux qui voulaient, cours de théâtre d'impro avec un lycée, d'Aubervilliers. Parce que notre prof de philo de l'époque, donnait cours dans les 2 lycées. À Dauphine, en L2, on avait l'occasion de choisir une matière qu'on voulait. Absurde, c'est-à-dire que tu avais une liste, tu avais escrime, théâtre, foot, japonais, enfin tu avais tout ce que tu voulais et tu étais obligé de choisir un truc, mais j'ai dit: «Bah, c'est la bonne occasion». Là, j'ai rencontré Alexandra Dadier qui était ma première re vraie professeure de théâtre, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. J'ai voulu arrêter Dauphine, directement. Dès que tu as commencé les C'est cours? ça, gros conflit, avec les parents. Finalement, j'ai rencontré enfin 2 personnes qui ont changé ma vie à ce moment-là, qui sont, Étienne de Choulot et sa femme Bénédicte de Choulot. Étienne, son frère, c'est le directeur, du cours Cochet de Lavenne, Pierre de Lavenne, et Étienne m'a dit: «Bah, voilà, tu vois, j'ai un frère, moi,
qui est allé au bout de ses études et grâce à son diplôme, lorsque son patron, on va dire, lorsque son maître, a dû prendre sa retraite, lui avait la capacité, de par ses études, et les compétences qu'il avait développées, de reprendre la main. Et ça m'a convaincu, de finir, d'aller jusqu'au master 2. Donc je me D'accord, suis orienté vers des études de management, mais dans la culture. Et en d'accord. plus, j'avais un pied dans la musique. Ce qui est intéressant là, c'est que moi, du coup, j'ai fait l'inverse, dans le sens où, j'étais en école de journalisme, je suis arrivée à la Comédie Française et dans un souci de vouloir travailler avec la compagnie après, vu que je savais pas trop ce que j'ai intégré Dauphine pour faire le même master que Paul. Ah, très drôle. Donc en fait, sans que vous le sachiez, vous avez aussi des parcours inversés. On a des parcours Mmh. inversés, mais Très avec drôle. un objectif commun. D'accord. Alexis et moi, on a créé la structure administrative pour porter des projets artistiques, Ouais. séparés, mais portés par les mêmes personnes et en fait, on a ensuite, recruté plus largement, heu et Julie faisait partie de ce recrutement et en fait, au fur et à mesure de l'expérience de la compagnie, on a précisé aussi notre projet commun Mmh. qui allait au-delà des pièces, tu vois, qu'on voulait porter. Les valeurs communes que C'est vous ça, avez. exactement. L'identité, Pourquoi on a envie de travailler ensemble? Pourquoi on crée des choses ensemble? Quand tu prends les spectacles qu'on voulait produire au début, tu as d'un côté, une pièce qui sort du répertoire classique, écrite par Corneille et à côté de ça, on a une comédie absurde où tu as des fleurs qui parlent, qui fument des trucs, et par un auteur contemporain. Donc en fait, de loin, 2 projets très séparés, mais finalement, au fur et à mesure qu'on a creusé chacun des projets et que nous, on s'est rencontrés aussi en tant qu'artistes et en tant que professionnels, tout simplement, on Mmh. s'est rendu compte que tout ça, suivait un projet commun. Et c'est très bien, vous avez bien défini votre identité aussi. On le sent dans votre dossier. Ça, c'est un truc que les compagnies devraient faire plus, je pense. C'est prendre le temps de définir, hem, quelles sont leurs attaches, en fait. mmh, Parce que plus tu te connais, plus tu sais vers quoi tu veux aller. Et il y a une autre chose que vous voulez peut-être réagir par rapport à ça? non, je pense que là, pour le coup, l'identité, on l'a vraiment construit à 3. Mmh. Hem, mais ouais, c'est hyper important de savoir qui on est et comment on se place. Parce que le monde du spectacle vivant est globalement hyper compétitif et on sera toujours mieux écouté quand, on a l'esprit clair quand on parle de nous-mêmes et notamment, c'est un exercice que nous, on a eu du mal à faire au début, mais qui apparaît comme une vraie nécessité. C'est de pouvoir expliquer très simplement à la personne à qui on parle, que ce soit un professionnel du théâtre ou un spectateur ou n'importe quelle personne, de pouvoir lui expliquer vraiment en 2 phrases qui on est. Donc ça, c'est un exercice qui nous a obligés à hiérarchiser notre importance de valeur et clarifier notre identité en tant que compagnie. Définir son identité et être capable très rapidement de dire à un professionnel qui on est, qu'est-ce qu'on fait, c'est primordial. Mmh. Parce qu'en fait, comme tu dis, on est noyé dans une, quantité d'offres et en fait, les professionnels du spectacle, que ce soit les diffuseurs, les producteurs ou même les directeurs de théâtre, tout simplement, quand ils épluchent les dossiers, ils ont peu de temps à accorder à chacun. Donc plus tu vas à la simplicité, à l'évidence et plus tu peux te définir, plus vite, dans son imaginaire, il peut se dire: «Ah oui, très bien, c'est des valeurs qui me correspondent, Mmh. j'ai envie d'aller vers ce projet-là». Alors que si tu lui amènes un espèce de sac de nœuds dans lequel il doit, démêler les différentes valeurs que tu as, les choses sur lesquelles tu veux travailler, il dit ça, mais après il se contredit là-dessus et cetera. Il s'y retrouve pas et par définition, ce dossier-là va être mis sur le côté et donc moins de chances d'être programmé et cetera et cetera. D'où l'importance de bien définir son identité. 30 secondes pour vous présenter le concept de l'émission. Monter un projet artistique dans le domaine du spectacle vivant, ça a toujours été compliqué. Ça fait appel à des compétences qu'on acquiert rarement lors d'une formation artistique. Et en plus, quand on voit le temps qu'il faut pour gérer l'administratif, la communication et écrire des mails qui de toute façon ne seront jamais lus, il y a de quoi devenir fou. C'est pour ça que j'ai créé La Troupe, l'émission qui vous apprend tout ce que vous avez besoin de savoir sur le spectacle vivant, que ce soit en écoutant ceux qui ont déjà atteint leurs objectifs ou en rencontrant les experts du milieu. Tout ça, c'est gratuit, et pour ceux qui veulent aller plus loin et qui ont besoin de conseils et d'accompagnement sur des questions précises, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram et sur LinkedIn. Allez, on retourne au plateau. Hier, une amie m'envoie un dossier et je le relis et elle me dit: «Oui, mais tu sais, là, il est très, très long, j'ai écrit vraiment beaucoup de choses, après ce sera plus court». Je lui dis: «À mon sens, c'est très bien que tu aies beaucoup écrit au début, parce que ça t'oblige justement à même toi-même pour t'auto-convaincre, presque t'auto-éduquer sur ce que tu veux faire, Mmh. c'est important d'écrire beaucoup pour Mmh. être sûr que tu allais chercher chaque détail de ce que tu veux faire en termes de spectacle ou en termes de valeurs que tu veux représenter et cetera, quitte à épurer après». Mais justement, pour obtenir une définition de soi-même qui tient en 2 phrases, je pense qu'il faut avoir écrit, 4 pages. Enfin, vous avez dû le voir quand vous avez écrit vos dossiers les premières fois, je pense. Nous, ça a été surtout énormément, énormément de discussions parce qu'on vient de enfin, avec Alexis, vous avez des milieux assez,
similaire dans le sens où vous avez fait votre lycée ensemble et vous venez du même endroit, donc de Paris, même si vous avez des ancrages territoriaux très forts, dont notamment le Berry. Alors moi, je viens pas du tout de là, quoi. Je viens de la campagne pure et donc il fallait aussi qu'on se regroupe autour de nos expériences de théâtre qu'on pouvait avoir en commun et de ce qu'on voulait faire aussi. Je pense qu'un conseil pour une jeune compagnie comme la nôtre, c'est de se dire qu'on peut pas être partout et qu'il faut vraiment, hiérarchiser ou mettre en avant le cœur de ce que tu portes. C'est quoi le plus important pour toi? Quand on a beaucoup discuté de ça, de ce que c'était la compagnie, parce qu'on avait tous des envies, tu sais ce que je veux dire? Je sais pas, vas-y. On avait tous des envies assez différentes et pourtant on se regroupait autour, de 2 choses particulièrement, c'est, la générosité et le partage et Alexis nous a dit cette phrase formidable un jour: «Finalement, la compagnie, c'est comme un confit de canard» et je trouve que c'est assez beau. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'un confit de canard, c'est quelque chose qui est hyper généreux et qu'on a envie de partager avec plein de gens. Waouh! Pas un confit de canard tout seul. Tu te fais pas un confit de canard tout seul chez toi. Paul, est-ce que tu peux nous résumer lorsque vous avez créé la compagnie? Parce que ça peut intéresser des gens qui ne l'ont pas encore fait. Ça a été quoi les différentes étapes, très De concrètement, création de la compagnie? de création de la compagnie? Tu as créé une association, Ouais. ensuite vous Première avez re étape, c'est de trouver quelqu'un avec qui la créer, ouais. déjà. Mmh. Très important et de bien s'assurer que tu as envie de travailler longtemps avec cette personne et de t'engueuler avec cette personne. Donc moi, c'est bon. Alexis, ça va. Et ça, avec tous les gens, que tu vas faire rentrer aussi dans la compagnie. Ensuite, effectivement, on a dû créer l'association avec Alexis. C'est être publié au journal officiel, se déclarer en préfecture. C'est toujours bien aussi, alors ça, c'est pas obligatoire, mais se faire connaître, aller te présenter en mairie. Très, très important. Parce qu'on rappelle, vous êtes une association qui a été créée dans le Cher. On a été en vrai, on pourrait dire quasiment oui. Au début, on s'est dit qu'on allait se créer en Provence parce que, c'est là-bas tout simplement qu'on a créé la compagnie, qu'on a signé les papiers. Mmh. On sortait du festival d'Avignon, il se trouve qu'Alexis a des attaches familiales là-bas. Ouais, Voilà. ouais. Heu, Finalement, on s'est remis dans le Cher pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'en fait, on va tout le temps créer là-bas, qu'on est très attaché à la région. Moi, j'y ai des attaches familiales très fortes et j'y vis la moitié de l'année. Hem Et aussi, il faut réfléchir en tant que professionnel, là je m'adresse vraiment à ceux qui vont créer leur compagnie, hem, il faut qu'ils soient visibles à l'endroit où ils vont, s'installer. Et donc il faut pouvoir y aller très régulièrement. Nous, étant donné qu'on vit entre autres sur Paris parce qu'on a décidé qu'on vivait sur Paris et qu'une partie du business du théâtre, et du cinéma se passait sur Paris, voilà, on est là. Et c'est plus simple d'aller dans une région qui est à 2 heures de route ou de train que, à 7 heures. C'est un détail, mais c'est un détail qui vaut très cher. Ouais, le choix de l'implantation d'une compagnie, il est jamais à laisser au hasard. Dans le sens où, quand on implante une compagnie à un endroit, on est forcément sous la tutelle, des comment dire? Des institutions qui y sont. Donc que ce soit la mairie, le département, la région, les communautés de communes. Donc c'est aussi quelque chose à réfléchir, stratégiquement parlant, même si c'est encore pousser, beaucoup plus loin la réflexion, mais aussi, de se dire que c'est un endroit où vous allez passer du temps, forcément. Ce qu'il disait Paul, c'est en mode se montrer, c'est important que quand vous vous implantez dans un endroit, les gens, que ce soit le maire ou les personnes qui vivent dans cet endroit, connaissent votre visage. Même si, on sait que Paris, c'est le centre névralgique du théâtre français. Bien sûr, Avignon, ça l'est aussi pendant 1 mois et demi, mais globalement, Paris, c'est là où tout se passe. Il faut bien se dire que, quand on demande des subventions, que ce soit la DRAC ou la région, ils vont pas venir à Paris pour voir votre travail. Donc en fait, pour eux, le plus important, c'est pas ce que vous faites à Paris. Pour eux, ce qui est le plus important, c'est ce que vous faites là où vous êtes. Et même si vous avez un super dossier, que vous faites des spectacles d'une immense qualité et que vous êtes très engagé, si ces personnes-là ont jamais vu passer votre prénom, que ce soit, dans, dans un coup de téléphone, dans un mail ou quoi que ce soit, dans tous les cas, votre dossier finira au fond de la liste des dossiers à subventionner. Les institutions, publiques, type ville, département, région, mettent beaucoup en place pour les jeunes artistes, que ce soit du théâtre ou pas, plein de choses, plein de choses. Il faut juste savoir qu'ils sont pas très bons en un truc, c'est la communication. Mais néanmoins, il y a plein de dispositifs qui sont, justement à disposition des jeunes artistes. Donc dernière chose, une fois que tu as créé ta compagnie, tu t'embêtes à aller sur internet
et tu vas chercher tous ces dispositifs-là. Les institutions en région sont hyper friandes d'avoir des nouveaux artistes qui viennent s'installer, qui plus est parce que bah, une proposition de spectacle vivant ou même d'art en général en région, c'est une attractivité folle, que ce soit pour les personnes qui vont y vivre pour faire cette proposition, que ce soit nous en tant qu'artistes ou structurants, mais aussi en fait avoir une proposition artistique rend d'office ce village ou cette région beaucoup plus attirante pour les personnes qui voudraient s'y installer. Donc vous avez créé une association Ouais. avec des personnes, en qui vous avez confiance, comme tu l'as dit, avec qui vous Oui. êtes prêts à vous engueuler. J'ai bien aimé ce truc-là parce que c'est très important. Ensuite, être publié au journal officiel. Vous avez demandé votre numéro de sirène, je présume ensuite. Oui. Ouais. Ouais. Vous avez demandé une licence d'entrepreneur du spectacle aussi. On a diffuseur et Ah producteur. d'accord, très bien. Vous avez fait la demande pour les 2. Faites bien attention aux personnes que vous choisissez pour attribuer les différentes licences, parce qu'il peut que ce soit contraire à leur régime, D'intermittence. d'intermittence. Voilà, faut bien faire attention aux personnes qui veulent créer des associations et se mettre à l'intérieur ou qui veulent être titulaires des licences. Faites très, très attention, mais on fera un épisode là-dessus, aux règles de l'intermittence parce que ça risque de bloquer et vous pourriez, ne pas avoir droit au statut. D'ailleurs, si vous êtes des artistes hyper importants, ne soyez ni président, ni secrétaire, Une ni trésorerie. trésorier de votre association. Voilà, Ça, Et c'est n'ayez pas la licence en votre ça, c'est la base. la base, très bien. Choisissez des copains. Merci Julie, merci Julie, c'est très bien que tu l'aies dit. Donc vous avez obtenu les licences et ensuite vous avez dû peut-être aussi vous enregistrer aux différentes caisses de cotisation? Alors, il y a une petite astuce pour ça quand tu as la flemme. Parce que tout ça est assez compliqué. C'est qu'il y a des spré il y a des c'est qu'il y a des prestataires, qui t'aident à faire les paies et ces prestataires-là, quand tu n'es pas encore affilié à ces caisses dont tu parles, ils s'en occupent pour toi. Donc, nous, on est passé pendant 1 an par, la plateforme qui s'appelle Chèque Intermittent, qui te prend forcément ils travaillent les gars, donc ils te prennent une commission, sur chaque paie que tu fais, qui n'est pas énorme, et donc c'est Chèque Intermittent qui s'est occupé pour nous, de nous inscrire à chaque caisse et lorsqu'il y a des déclarations, dès qu'on fait un cachet, typiquement ton AEM ou tout ce genre de choses administratives qui sont à faire, c'est eux qui s'en occupent. C'est bien en fait, c'est un ça peut faire peur au début, tous ces trucs-là, mais donc il y a aussi il y a un marché, forcément parce qu'il y a beaucoup de compagnies. Il y a donc beaucoup de prestataires qui sont prêts à le faire à votre place contre un petit peu Tout d'argent. à fait. C'est ça, c'est qu'en fait, je pense le principal quand on crée une compagnie au début, c'est qu'il faut être très honnête avec les compétences qu'on a. Donc forcément, on va gagner en compétences, on gagne toujours en compétences, mais si tu sais que toi, tu charbonnes sur la communication ou que tu charbonnes sur, les relations publiques ou quoi que ce soit, bah, garde-le pour toi et après essaye de déléguer, trouve des astuces pour pouvoir, te former, demande des conseils aux gens ou par exemple passer par ces Mmh. prestataires-là. Parce qu'en fait, la création d'une compagnie ou d'une association, c'est tellement de Oui. travail, c'est tellement de choses auxquelles on ne peut pas penser forcément. Il y a pas un manuel, un guide de comment créer une bonne Ça compagnie. viendra, on va en faire un. Donc être très honnête sur ses compétences, ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, c'est le mieux. Parce que les erreurs sont Ouais. possibles. C'est pas qu'elles sont difficilement, évitables, mais c'est que l'information est très éparpillée aussi. C'est Exactement, difficile de C'est synthétiser, l'enfer. en fait, tout tous les processus qu'il faut respecter pour ne serait-ce que créer une structure et ensuite la faire fonctionner et ensuite qu'elle respecte le système de l'intermittence qui est très unique à la France et à notre secteur. oui et d'autant plus que, même si on fait une erreur, si on n'a pas les compétences, acquises, on ne saura même pas où est cette erreur-là. Oui, en étant des non-sachants, on ne peut même pas savoir qu'il y a quelque chose à corriger. Exactement. Administrativement, la dernière chose qu'on a fait et qui était assez importante, c'était de se référencer auprès de tous les organes, subventionneurs. Mmh. Donc se créer des comptes, sur le site des DRAC, des régions, tout ça. Pour pouvoir tout simplement aller chercher les bonnes informations et faire une veille des échéances de chaque, subvention, de savoir avec lesquelles on pouvait être, éligible ou non. Est-ce que tu t'es fait du coup un calendrier justement de ces Ouais, subventions-là? totalement. Tu t'en sers, c'est pratique? On s'en sert tous en fait parce que du coup, chacun est responsable de quelque chose, mais pour autant, on ne peut pas tous faire tout seul. Donc moi, je suis plutôt la personne qui, fait la veille, qui met en place, on a un drive, c'est incroyable le drive, qui met en place dans le drive, les échéances, combien sont les subventions, qui est la personne responsable, donc qui est notre contact, quand est-ce qu'on l'a contacté et après je dis, «Paul fait un budget, Alexis relie le dossier, moi, qu'est-ce qu'il faut vraiment?» Moi, je remplis toutes les questions, d'ordre purement administratif, nombre de personnes dans la compagnie, nombre de créations déjà jouées et tout ça et après on met tout en commun et on envoie.
Très bien. Vous avez vraiment un fonctionnement, vous êtes un cerbère vachement efficace en fait. À 3 têtes, vous réussissez à vous répartir les différentes casquettes et à intervenir au bon moment sur les bons sujets. Mais je pense que c'est Mais intéressant de maintenant, s'inspirer maintenant, bien oui. sûr, mais en même temps, il faut bien commencer par faire les erreurs pour corriger. Parce que si Mmh. tu commences pas parce que tu as peur ou que tu sais pas comment ça fonctionne, on jette la pierre à personne, c'est normal, il y a énormément de choses à savoir, mais ça vient avec l'expérience. On a donc parlé de la compagnie Le Grand 12. Mais vous avez organisé le festival Feu Follet, qui a eu lieu en février. J'avais envie de vous demander, pour commencer, puisque c'est quelque chose que vous avez organisé vous-même, à quel moment vous vous êtes dit: «On va créer notre propre festival»? Trop tard. La réponse, c'est trop tard. Trop tard Heu, par rapport à quoi? Par rapport au calendrier de diffusion, qu'ont les professionnels avec qui on travaillait. On était, tout début juillet 2023. 2022-2023, oui. On a créé le festival en février 2024. Faut savoir qu'on aime bien créer des trucs, et Assez tenter. rapidement. Voilà, c'est ça. Du coup, on Sur fait les six choses sept dans le désordre. 6-7 mois, c'est hyper court, hein. Ouais, 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 Oui. c'était absurde. Mais bon, Mais vous l'avez fait. on aime bien fonctionner comme ça. Les choses qu'on veut faire avec cette compagnie, c'est, s'engager pour notre territoire, donc le Cher, proposer des pièces, bien sûr, et on a aussi tout un volet, pédagogie, qui passe par les actions culturelles, mais globalement la transmission, le partage, Ça, on aura l'occasion d'en parler, puisque c'est des activités que vous avez proposées pendant le festival. certes, mais du coup, le festival est aussi la continuité Mmh. de cette identité de compagnie. Et du coup, Paul a dit: «Eh les gars, on va créer un festival», et nous on était en mode: «Ouais d'accord Paul, super». Avais-tu bu avant? Non, 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 c'était 14h. et globalement, on a une chance dans cette compagnie, c'est qu'on est plutôt enthousiaste. Du coup, il a dit ça, on a dit: «OK, allons-y». Il a dit ça s'appelait «L'étincelle». Là, on a dit: «Ouais, C'est là que vous avez décidé bof». d'annuler. Ça passait pas. Non, il a appelé un de ses amis qui s'appelle Anatole qui lui a dit: «Non, «Étincelle, pas ouf, mais appelle ça Feu Follet». Donc là, à partir de là, on avait un nom. Anatole vous a pondu Ouais, alors ça comme attends, ça, oui, out of c'est ça, nowhere? c'est que on est entouré non seulement des gens avec qui on travaille au quotidien, mais aussi il y a un cercle plus large, des gens qu'on Oui, connaît. oui. Et les gens, généralement, quand tu commences, ils t'aiment bien, ils te regardent de loin, mais ils t'aiment bien. En fait, n'hésite pas à passer un coup de fil à ton pote qui est très bon en compta ou en fiscalité ou qui est avocat Si t'as ou des qui potes fait qui de sont la très bons en com ou machin. fiscalité, Non, enfin, mais oui, tu sais jamais, t'es entouré de gens qui ont des compétences, ou même, je sais pas, tu as un pote garagiste et tu as un problème avec ta bagnole avant ta tournée, bah, tu lui passes. Enfin, vraiment, n'hésite pas à demander de l'aide. C'est vraiment un truc, mais on est très timide par rapport à ça. Les artistes ont l'impression de toujours embêter les gens. T'embêtes pas trop les gens. Au pire, ils te le disent, tu vois? Et donc, moi, j'ai ce pote qui s'appelle Anatole et qui m'aide depuis longtemps, dès que je fais des projets, parce qu'il fait de la com. Donc parfois, je lui passe des coups de fil pour lui demander un avis. Et vraiment, je l'appelle comme ça, je lui parle du festival. Il me dit: «Ouais, étincelle? Pas ouf. Appelle le Feu Follet, ça va être bien». Bam, comme Non, ça. mais À 14h02. franchement, c'était quelques 14h30, temps après, quand franchement. j'avais déjà un peu structuré l'idée, tu vois? Mais le mec a réfléchi 2 secondes et demie. Parce qu'il savait que ça se passait dans le Berry, que, les Feux Follets, ça fait appel à l'imaginaire de Georges Sand. En plus, on voulait faire ce truc en hiver. Tu avais tout un truc, les sorcières, tout ça, Complètement. le mec est très fort. Waouh! Merci Anatole. Avant le festival d'Avignon, qu'on va faire là cet été, on se voit avec Anatole pour réfléchir à la com et aussi avec une autre, copine qui s'appelle Eva, qui fait de la com, pour, des marques d'alcool, et qui a déjà travaillé, dans la culture de près ou de loin. Mais c'est son métier de faire de la com, de faire du marketing. C'est pas le nôtre, en fait. J'aime beaucoup ce recul que vous avez parce que ça, c'est un truc que je martèle depuis qu'on a créé la troupe, c'est que c'est pas notre métier Ouais, d'être des communicants, d'être ouais, des marketeurs, de ouais. savoir comment se vendre, et cetera. Une des tentatives de la troupe, c'est d'expliquer vers où il faut se diriger pour qu'on puisse continuer son activité d'artiste, qui est la raison pour laquelle on s'est structuré, qu'on a demandé la licence, qu'on a créé un spectacle, et cetera, tout en ayant ces outils-là à notre disposition. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un PhD en communication ou je sais pas quoi et d'avoir fait Harvard. Il s'agit juste de comprendre comment ça marche en fait et respecter certaines règles. Et en faisant ça, tu es au-delà de 95% des propositions en fait. Et grâce à ça, tu peux aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et faire vivre ta compagnie et peut-être engager des gens, faire vivre tes amis, enfin avoir des expériences. C'est en ça que c'est super utile ce que vous dites de essayer de récupérer, être honnête avec ses compétences et essayer de récupérer les informations capitales qui font que tel ou tel truc peut être validé. C'est-à-dire, le marketing, la communication et cetera, la liste que je vous ai fait juste avant. Ouais. Pourquoi on a créé le festival aussi, donc il y avait un souci de diffusion de nos spectacles déjà, mais aussi parce que nous, on fait nos résidences donc à Éric, qui est la ville, le village plutôt, dans lequel, on est implanté, et on fait des sorties de résidence là-bas.
Donc généralement, on joue dans une petite salle, qui est une salle des fêtes et Elle est qui est une grande, elle est jolie grande, salle des elle est grande. fêtes, mais qui est une salle des fêtes, somme toute, d'un village dans le Cher, qui ressemble à quasiment toutes les autres salles des fêtes, de villages partout en France. Et les gens étaient extrêmement heureux, de venir voir cette sortie de résidence et nous, vu qu'on y allait très régulièrement, on discute avec eux et souvent, il y a eu, comment dire? Cet engouement par rapport à ce qu'on pouvait proposer et comme je le disais tout à l'heure, dans la compagnie, il y a ce souci-là d'ancrage territorial, de partage, de conflit de canard et donc on s'est dit que c'était aussi un moyen de proposer à des, villages qui étaient comme le nôtre, une proposition artistique que nous, on amène avec nos qualités de professionnels du spectacle vivant. C'est-à-dire pas forcément professionnels dans le sens qu'on fait mieux que tout le monde, mais en revanche, on a une certaine capacité à proposer de la technique de qualité parce qu'on a des décors, on a des spots, on a du son de qualité. Vous vous êtes formé à l'utilisation On est des outils qui formé à permettent aussi l'utilisation. d'utiliser la lumière, On a entre autres? vous êtes des comédiens professionnels, moi je suis pas comédienne, mais des comédiens professionnels et une possibilité du coup de faire des ateliers, et d'être au plus près des gens. Donc c'est un peu cette idée-là. Donc forcément, pour pouvoir s'implanter dans le territoire, on avait besoin d'une possibilité de déplacer ce festival. Donc l'itinérance s'est rapidement imposée à nous Mmh. et là, ça a été le début de l'aventure. Une fois que vous vous êtes dit tout ça, donc on veut faire un festival pour diffuser notre pièce, on veut être proche de notre territoire, donc faisons des actions culturelles et vu qu'on est des professionnels, qu'on sait qu'on a un spectacle qui est qualitatif et qu'on sait comment le déplacer, on va faire de l'itinérance. Une fois que vous avez eu toutes ces idées-là, comment vous avez ça a été quoi l'étape d'après? Est-ce que vous avez fait une carte? Vous vous êtes dit: «J'aimerais aller là, 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 là»? Oui, Est-ce que vous avez rencontré les partenaires? C'est pas exactement ça, vas-y. déjà, une fois qu'on avait toutes ces idées-là, première chose à faire, en fait, j'ai l'impression que je vais tourner en boucle pendant cette interview, mais on a demandé l'avis sur cette idée-là aux gens. Donc notamment Anatole pour le nom, mais par exemple, le maire de notre village Mmh. qui nous connaît. Ouais. Donc on lui a dit: «On a cette idée-là, qu'est-ce que tu en penses? Une pièce, jeune public, une pièce tout public, on a des idées d'action culturelle, le prix c'est tant». Le prix, c'est important parce Oui, qu'on est professionnel. j'aimerais qu'on en parle. Après. On va en parler après. Mais Ouais. donc il nous a dit: «Bah, les gars, oui, les ateliers là, c'est optionnel, mais le mettez pas optionnel». Parce qu'il se trouve que nous on a, Julie l'a un peu dit déjà, on est, très attachés aux actions culturelles et la première année de la compagnie, grâce à un théâtre partenaire qui est un théâtre, qui est le théâtre de l'Étoile du Nord, heu, qui est un théâtre conventionné parisien. On a eu l'occasion d'être artiste associé du Musée du Louvre dans le cadre des actions, qu'ils mènent de médiation entre des collèges, lycées et les œuvres, tu vois? Et ça, notre maire le savait déjà parce il nous suit. Et puis puisque vous êtes allés à sa Heu, rencontre aussi, je Parce présume? qu'on est allé à sa rencontre Vous aussi. vous êtes montrés? C'est ça et il nous a dit: «Les gars, ça, vous faites ça bien, allez-y à fond parce qu'en plus, votre festival, il est super, mais vous voulez faire ça en hiver. Les gens, ils ont du mal à sortir depuis le covid, encore plus en hiver». Après, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, tu vois? C'est pour bouger un peu, les gens et participer au dynamisme, culturel du De la territoire. région. Mais il nous a notamment dit: «C'est pas optionnel, ça, c'est obligatoire. Vous le vendez absolument parce que ça va plaire et en plus, on en a besoin, et en plus, ça va vous ramener du public». Et on allait voir un autre maire qui nous a dit, un mec qui adore le théâtre, qui a notamment une troupe à lui, il nous a dit: «Vous vendez pas du tout assez cher, les gars. Vous êtes fous ou quoi?» Alors, on avait fait exprès de se vendre pas cher parce qu'on voulait être produit et qu'on s'était dit qu'on faisait ça en 6 mois, tu vois? Mais donc, une fois que tu as l'idée, encore une fois, tu vas voir les gens, qui sont compétents, dans le domaine qui t'intéresse Et qui sont concernés et qui aussi. sont potentiellement concernés aussi Ouais, double et intérêt du tu coup. leur poses la question: «Est-ce que le projet, il vous paraît bien ou pas?» Tu parles du prix du coup. Comment vous avez décidé du prix initial? Est-ce que ça a été du coup un argumentaire auprès des communautés après? Des communautés de communes, je veux dire, des villages? Est-ce que vous avez dû parfois négocier, enlever, ajouter, modifier en fonction d'eux? Dans l'idée, donc, on voulait créer ce festival pour des communes qui ressemblaient à la nôtre. Ouais. Donc des communes, plutôt petites, enfin, en tout cas, petites et moyennes, on va De dire. l'ordre de 500 à 2 000 habitants? Un tout petit peu moins de 1 000 habitants. Tu es à 980. Donc c'est quand même, assez petit, qui sont dans des régions où il y a pas forcément beaucoup de propositions, pas beaucoup de structures non plus. Ajoutez à ça le fait qu'on arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. On décide Totalement. en juillet, on propose un festival en février, donc ça nous laisse très peu de temps pour contacter les communes, structurer financièrement, structurer artistiquement le festival. Mais on se dit: «On va le faire quand même». Personne ne vous attend. Personne ne nous attend.
C'est ça. Mais globalement, en Ça, c'est règle Ça, c'est une générale, règle, ouais. personne ne nous attend nulle part. Ouais. Et à cela s'ajoute notre volonté en tant que compagnie, qui est celle qu'on traîne depuis le début, d'être une compagnie professionnelle et donc de rémunérer les gens. Ce mélange-là est assez compliqué. On a un peu étudié la question, donc savoir quels sont nos partenaires institutionnels potentiels. Donc, est-ce que c'est seulement les communes? Quelles vont être vos différentes sources de financement, donc? Exactement. Quelles vont être nos différentes sources de financement? Parce qu'on voulait, dans l'idée de ce festival, que ce soit un festival accessible et donc de ne pas demander une participation financière obligatoire. La gratuité, donc potentiellement pour le public, parce que financée en grande partie par les institutionnels? On voulait pas que ce soit un frein. Néanmoins, on a Comprends. fait une sorte de billetterie au chapeau pour quand même, dans nous, c'était important pour nous de montrer qu'on est une compagnie professionnelle et qu'il y a une nécessité de rémunérer les artistes. Mmh. Néanmoins, on voulait pas que ce soit un frein à l'entrée. Mmh. On voulait pas qu'il y ait des barrières, on voulait qu'il y ait aucune barrière, symbolique à l'entrée de la pièce. Néanmoins, on a expliqué à chaque fois qu'on faisait une représentation, on a un chapeau, voilà ce que c'est, à quoi ça nous sert. Si vous voulez participer, vous y êtes encouragés et nous sommes une compagnie professionnelle. Est-ce que j'ai une question qui me vient comme ça, est-ce que vous avez étudié par spectateur de ce que vous avez récupéré en termes financiers lorsque vous faisiez des dates, par rapport à si vous aviez fait payer un billet? Parce que, par exemple, tu fais payer ton billet, 12 € l'entrée. Je crois que moi, dans les villages, quand j'allais voir des pièces, ça devait être 8 € la place, quelque chose comme ça. Tu t'aperçois parfois que finalement, en faisant une gratuité, tu récupères plus au chapeau que si tu avais fait payer ta place. Tu récupères parfois l'équivalent. Ça, Ce qui franchement, est déjà même la majorité des cas, tu ce récupères qui est l'équivalent. déjà incroyable, en fait. Mais attends, la moyenne, je pense qu'elle est à ouais, tu récupères 8 € par tête. Et il faut savoir qu'on avait des salles, pas forcément, ça c'est la suite de l'aventure, mais on n'avait pas forcément des salles homogènes. On a eu une fois, le maximum, c'était à Ménétréol, sous Sancerre, qui est un tout petit village, je sais pas combien il y a 300. d'habitants, 300 habitants et il y avait plus de 100 personnes dans la salle. Donc c'est quand même quelque chose, d'assez fou et pour autant, il y avait d'autres représentations dans d'autres villages où il pouvait y avoir, 10 personnes ou 8 personnes. Mmh. Donc c'est quand même assez, Tu sais jamais. inconstant. Du coup, on a chiffré le coût, tout simplement, Ouais. par date avec, bien sûr tes cachets, ta nourriture, ton logement, le coût d'une action culturelle aussi, systématique, 1 ou 2. Donc pour rappel, une action culturelle, c'est un atelier. C'est un atelier de théâtre, une Voilà. intervention auprès d'un public ciblé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en coût? Communication, heu, production dans le sens pré-production parce que j'imagine qu'on va en parler, mais tout ça pour que ça soit réel, en fait, il fallait, sillonner tout le département comme un commercial, en fait. Tu fais du porte-à-porte parce qu'il faut aller sur ton territoire. En envoyant un mail, tu tombes dans la centaine de mails qui arrivent par jour sur la boîte mail des attachés culturels de n'importe quelle mairie. Par contre, tu vas, à Couy voir monsieur Policard, bah, tu es à Couy et tu vois monsieur Policard et tu es le seul dans la journée, tu vois? Donc ça, c'est important. Si vous voulez vous implanter sur un territoire, prenez le temps, en fait, de connaître votre territoire, d'y aller et de rencontrer les gens et en fait, même si la personne n'est pas dispo, tu vois, en ce moment, on est en train de faire le mécénat pour l'année prochaine. Il se trouve que dans notre région, juste à côté de Héry, de notre village, il y a un gros industriel, qui s'appelle Riant. Je sais pas si vous voyez? Il fait ouais, c'est laiterie, fromage, tout ça D'accord. et ben, on essaie de rentrer en contact avec eux depuis quelque temps. On y est allé la semaine dernière, on s'est pointé. Bon, la personne n'était pas disponible, mais du coup, on a donné à sa secrétaire le dossier. On est sûr que le dossier sera étudié. On a un rendez-vous avec elle dans 2 semaines, tu vois? Il y a un truc inestimable, c'est qu'il y a eu le contact humain entre vous et Voilà, une personne qui est sur place. Alors c'est que ça, quand on reste sur du mail, du c'est ça. message, ou même du courrier éventuellement, si on utilise encore ce biais de co ce moyen de communication-là, il y a pas de contact. Ça Même le téléphone, en fait, et encore mieux la poignée de main ou le regard, une conversation, ouais, ça connecte immédiatement et il y a une sorte de à partir de ce moment-là, il y a un espèce d'engagement avec la personne, Mmh. même si ça ne donne rien. Nous, on a déjà fait plein de fois, justement, en allant, toquer à des portes, même dans des musées, heu on est entré en contact avec des personnes exact. qui nous ont dit, «Ah oui, mais bien sûr, absolument, on va faire quelque chose ensemble». Et d'autant plus parce qu'en fait, si les gens, eux, ça les concerne pas parce qu'on n'est pas dans leur créneau ou quoi que ce soit ou qu'ils ont pas le temps, ils disent: «Ah bon, alors moi non, mais en revanche, je connais quelqu'un qui, je vous donne le numéro de téléphone» et en fait, par là, on a accès à toute une constellation de relations humaines qu'on n'avait pas, nous, en tant qu'artistes, quand on se présente à l'origine. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile à partir de ce moment-là parce que
Tu dis: «Je viens de la part Je de viens de la part de madame, quelqu'un? quel est» voilà. Financement? Ouais. On était sur Donc les Comment tu as financement, donc budgétisé ça? d'abord, on a budgétisé, bah, tu fais la liste de tes dépenses, Ouais. tu fais des calculs et ensuite tu fais la moyenne avec le nombre de spectacles que tu penses faire. Donc nous, on pensait en faire une dizaine d'éditions avec 2 spectacles et des ateliers, sur 4 semaines. Donc voilà, on a chiffré tout ça. Ça nous donnait un coût par édition du festival, par date du festival. Et donc ensuite, on est allé avec notre petit dossier. Alors je ne sais pas si c'est très 2024, le côté non digital de la chose, mais on s'est rendu compte, en tout cas dans le Cher, que c'était d'une utilité incroyable, le fait d'avoir des supports physiques. Parce que, tu arrives avec ton support physique, tu vois pas la personne, de toute façon, il y a le support qui est là, la personne a le temps de le lire, en sachant qu'on s'adressait, comme tu as dit, à des petites communes qui avaient pas beaucoup de budget. Donc on a dit qu'on faisait payer 50 du coût à la commune. Mais ce qui fait il faut trouver 50 ailleurs. C'est énorme, c'est énorme et encore, on n'était pas sur une édition qui coûtait très cher. Hem Et donc là, on a complété comme on a pu. On a fait effectivement un chapeau, parce que c'est très important, comme tu l'as dit, pour nous, que les artistes soient rémunérés, y compris par le public, même si c'est financé autre part. Le public doit intégrer le fait que les artistes, c'est pas quelqu'un à qui tu donnes une tape dans le dos, un bout de pizza et puis voilà. Non, tu le payes à la hauteur de ce que tu peux, mais tu le payes. Heu, on comptait sur des subventions ultra locales type, mairie, communauté de communes, départementale, régionale, voire nationale. Quand je dis nationale, c'est les DRAC qui représentent le ministère de la culture, et les mécènes. Et les mécènes, on était parti du principe que voilà, une fois qu'on avait réussi à avoir un impact sur le territoire, si on arrivait à trouver des professionnels du privé qui avaient les mêmes valeurs que nous, on allait pouvoir être suivis. Il se trouve qu'en 6 mois du coup, parce qu'en fait on a eu l'idée en juillet, mais bon en août, tout est fermé, donc tu t'y mets en septembre pour février. Côté mécénat, c'était assez complexe. Heureusement, on avait quelques connaissances perso, qui sont très attachées au territoire qu'on défend et nous ont un peu aidés. On a eu un mécène qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam qui nous a suivis. C'était encore une fois du porte-à-porte et un jour je suis tombé sur ce gars, Éric Louis, qui a un vignoble à Sancerre, qui est très attaché à la culture il est à Ménétréol justement. Je pense qu'il a participé au fait que ça ait bien fonctionné. Il organise tout le temps des concerts, des trucs, super ce mec. Qui nous a suivis, tu vois, sur quelques centaines d'euros, trop bien. Mais à part ça, c'était un peu le point qu'on n'a pas trop réussi, mais par manque de temps, tu vois? Oui, je comprends. Mais du coup, vous diriez qu'à peu près ça représentait combien de pourcents pour chaque poste de financement? Les subventions que vous aviez, rassemblées en termes, local, régional, représentaient, ont fini par représenter 50 du financement du non? D'accord. Pas du tout. Mais c'est parce que encore une fois, on a eu pas suffisamment de temps Ouais. Ouais, pour, parce qu'en fait, on s'est rendu compte tardivement parce que donc, on créer ce découvrait. festival, ça nous a permis de découvrir l'organisation, donc l'architecture des, compétences culture, donc qui sont la personne qui a la compétence culture, que ce soit le département, la communauté de communes ou la commune et la personne à qui tu t'adresses. Or, à l'intérieur des communautés de communes, ça ne fonctionne pas toujours pareil. D'accord, C'est oui. pas une règle générale. Mmh. Donc c'est en fonction de la grosseur, en fonction des personnes qui sont au comité de direction et tout ça. Et on s'est rendu compte qu'aussi chaque commune avait des, calendriers différents sur le bouclage des budgets, sur l'attribution des subventions et tout ça. Et oui. Or, nous, quand on est arrivés, donc on a commencé à travailler tous les 2 sur, l'appel aux communes et aux communautés de communes. Il était septembre et on y Entamé. est allé en octobre, donc à la rencontre des gens. Pour février, c'était déjà trop tard quasiment, sachant que, ils sont en train de commencer à prévoir le budget de février 2023 à peu près maintenant. De 2023? De 5. De 2025 2025, à oui. peu près maintenant. Oui, oui, il y a un truc, oui, oui, ça c'est un élément que tu rappelles, mais qui est très vrai, c'est que, lorsque tu veux organiser des choses dans n'importe quel, dès que c'est institutionnel, en fait, dès que ça touche à une commune, dès que ça touche à un lieu public, en fait, quand tu es, au milieu de l'année, ils ont déjà prévu le programme de ce qui allait avoir C'est lieu ça, au même moment pour Totalement. l'année plus un, l'année N+1. c'est ça. Donc ça, il faut pas partir du principe que tu as une idée géniale et sous prétexte qu'elle est géniale, dans 3 semaines, mais même dans 6 mois, hein, elle va avoir lieu dans le lieu que tu as repéré. Quand bien même tu as très bien ciblé la personne, Mmh. que tu veux choisir ou le lieu, heu,
Parce que c'est comme ça. Les budgets sont votés en amont, les calendriers sont votés en amont et là, nous, on a commencé, au mois de mars déjà à être sollicités pour des événements qui auront lieu en janvier, février et il est important d'envoyer tous les éléments d'information dès maintenant. Donc voilà, c'est pour du début 2025, premier trimestre 2025. Donc tu fais bien de le rappeler, il y a des décalages Voilà. non seulement de trésorerie, mais aussi de calendrier qui sont à prendre en compte. Plus tôt Totalement. on s'y prend, le plus on a de chances quand même de pouvoir s'insérer dans une programmation, même lorsque c'est, de la commune. D'où l'importance donc de sillonner les Mmh. différents endroits que vous aviez repérés en amont quand même, je présume? En partie. En partie. Mais En partie. mais Pas parfois, tant. en fait, tu vas pas t'arrives par ricochet à des endroits. Oui, je comprends. Tu vas quelque part, on te renvoie autre part, tu Oui, vois? ouais. Mais d'où l'importance pardon, tu voulais finir ton idée? Non, mais là, c'est, le moment qui, au final, a été le plus long et le plus instructeur pour nous parce qu'on s'est vraiment, heurtés au fait que nous, en tant qu'artistes, il fallait qu'on développe aussi, des compétences en réseau je dirais marketing, même pas de marketing, mais juste, de vente, quoi. Ouais. Il Bah, faut de d'ar c'est du d'argumentaire de C'est vente. commerce génial. Mais sur plein de complètement. trucs Mais je suis complètement d'accord avec vous et et c'est puis, important de maîtriser ça. On en était où dans Ma vie, mon œuvre? On en était au moment où tu nous parlais de ce vigneron qui a fait Éric goûter Louis. ce petit mojol non, Ah non, ouais? tu déjà parlé d'Éric Louis. Ouais, on a déjà fait, mais j'adore parler des couilles. Je voudrais que tu me parles du coup de concrètement, combien ça coûte de faire jouer Dis les chiffres. une pièce Dis comme les chiffres. ouais, combien ça coûte Est-ce de que t'es faire jouer millionnaire, une Paul? pièce comme Jamais 212 dans un village? Du coup, c'est quoi ta question? C'est le coût ou c'est le prix? De Pas pareil. ben, Parce que oui, faut structurer son prix en fonction de son coût, mais c'est pas la exactement. même chose. Eh ben, je veux bien que tu nous parles du prix, du coup, Et ben du prix, ou d'une fourchette de prix. déjà ça va dépendre de la personne à qui tu t'adresses. Si jamais c'est une association, qui est super sympa et qui a pas beaucoup de revenus, tu vas pas faire la même chose que si jamais c'est un partenaire privé qui a plein d'argent, qui est une entreprise, qui est pas à 1 000 € près, quoi. Mais donc d'abord tu pars de ton coût, Mmh. et ensuite, moi je dirais que tu le doubles, quoi, pour commencer les négos. Parce qu'à un moment, il faut bien bouffer. Mmh, Mais mmh, mmh. aussi parce que lorsque tu es artiste et que tu vends ton spectacle, tu vends pas simplement la représentation, tu vends toute la préparation, Bien sûr. qu'il y a eu avant, pardon, les résidences, la création de décors et tout, Tout le à fait. temps administratif, le temps de production. Et donc tout ça, il faut pas, avoir peur, ni honte, ni quoi que ce soit de l'inclure dans le prix. Ah oui, mais Le complètement. prix de votre spectacle, ce n'est pas simplement le prix le nombre de cachets que ça va vous coûter, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est pas simplement le coût plateau. C'est pas simplement le coût plateau. Mmh. Jusqu'en fait aussi pour que les partenaires se rendent compte parce que, ils ont une vague idée de combien ça coûte. Mais du coup, ils peuvent très vite te dire: «Mais pourquoi ça coûte tant?» Et en fait, si toi, tu as déjà toutes tes lignes, de dépenses, de Mmh. facturation, Mmh. ils sauront un peu plus pourquoi. Totalement et moi, je voudrais rajouter là-dedans, c'est qu'aussi, il y a des coûts auxquels on ne pense pas forcément, dont notamment la nourriture. Vous partez en tournée, il va y avoir à un moment donné du catering, que ce soit avant les représentations ou juste faire manger vos comédiens. La communication auquel on ne pense pas, souvent. La communication, c'est effectivement les affiches, mais c'est aussi les flyers s'il y en a ou rémunérer la personne qui s'occupe tout simplement de vos réseaux sociaux. Bien sûr. Ça compte. Si vous avez une administration, l'administration, les frais administratifs doivent figurer aussi dans le contrat. Ah tout à fait. Nous, Le coût des fiches de paye, le coût des fiches de paye, mais aussi la personne tout simplement, Ouais. qui va travailler là-dessus pendant 6 mois avant le spectacle. Tout ça, c'est des petits trucs auxquels on pense pas forcément parce que finalement, c'est la partie, totalement cachée de l'iceberg qui est pas, ce qu'on va voir au plateau. Mais, c'est un peu le principe, je pense à la Comédie Française, mais de la ruche, en fait. Mmh. C'est-à-dire que pour qu'il y ait quelque chose qui se passe sur scène, il faut qu'il y ait tellement de petites abeilles qui travaillent derrière Absolument, ouais, tout et à ces fait. abeilles-là, elles ont droit à leur miel. Je sais pas C'est si beau. C'est très bien, c'est très, très bien. Ça me donne envie d'être une abeille. Mais ne parlons pas de prix alors du coup parce que j'ai bien compris que et c'est ce qu'on fait nous aussi avec la compagnie, on s'adapte, à chaque fois en fonction du lieu. Mais concrètement, combien ça coûte de mettre 3 comédiens au plateau, tout en prenant en compte tout ce qu'il y a autour, Je vais te donner les chiffres de Feu Follet 1, comme ça c'est simple. 5 artistes, avec, du coup du logement, du transport, de la com, de l'administratif, de la pré-production, de la technique. Heu, sur la première édition, on a mis coût égal prix, donc on a mis, 2 000 € par date. c'est beaucoup C'est beaucoup, mais c'est et en peu, même hein. temps, c'est déjà C'est trop peu. tellement peu. On a mis 2 000 € par date, mais donc ensuite, si tu reprends la logique que je t'avais expliquée tout à l'heure, en fait, on n'a pas facturé 2 000 € aux communes ou aux co Bien sûr, vous avez étudié quelles c'est étaient vos ça. différentes sources de Sou financement. c'est ça. En plus, vous l'avez fait de manière à ce que le coût soit minime, déjà pour le spectateur, voire nul. Ensuite, minime pour, ceux qui allaient vous accueillir.
Donc c'est vraiment vous avez vraiment fait les efforts Ah ouais, ouais, maximum ouais, ouais, ouais. pour maximiser le nombre de financements, de manière à ce que ce soit le plus indolore possible, pour Pour pouvoir bosser. pour les Pour qu'il intéressés. y ait pas de barrière, que ce soit barrière financière ou barrière, symbolique. Ouais. Par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, le fait que, les artistes, c'est pas une simple tape sur le dos et une part de pizza. Là, on parle de 2 000 € par date, ce qui est énorme. Donc ça vous permet de vous représenter le coût global de mettre sur pied un projet comme ça, en fait. Et du coup, ce sont des coûts et il faut, chercher les financements, il faut, retomber sur ses pattes, quoi. C'est hyper important. Justement, et tu vois, par rapport à ça, nous, on n'est pas retombés sur nos pattes. Heureusement, la structuration de la compagnie a fait que on avait, un peu d'argent de côté, et qu'on est toujours en recherche de mécènes systématiquement. Mais en fait, on a perdu, pas mal d'argent, pour la première édition, et heureusement, comme on a fait nos preuves, maintenant les subventions commencent à tomber au niveau départemental, parce qu'il y a des partenaires qui sont en train de se mettre en place. Ils ont envie de continuer à travailler avec nous sur d'autres sujets. Mais voilà, on a fait aussi le pari de faire cette première édition, sachant qu'on avait un petit coussin, en sachant qu'on allait sûrement être déficitaire, heu, pour au moins avoir, se créer notre propre légitimité. Et justement pour pouvoir, se faire connaître, il y a effectivement, tout ce qu'il y a de donc aller voir les gens, serrer des mains, présenter son spectacle, le rendre accessible, faire la démarche de faire venir le spectateur, donc vraiment le prendre par la main pour qu'il vienne. Mais il y a aussi toute une autre type de communication auquel on ne pense pas forcément, que ce soit les réseaux sociaux, c'est vraiment primordial, que ce soit créer une newsletter, que ce soit aller, rencontrer les gens dans les marchés, dans les brocantes, dans les marchés de Noël ou des choses comme ça. Et il y a aussi la presse. Il faut Presse pas locale. il faut pas même la presse, globalement, il faut pas avoir peur d'aller appeler la presse. Parce qu'en fait, les journalistes, ils sont aussi là pour, faire vivre, localement leur région, leur territoire. Et surtout, bah, en fait, c'est comme tout le reste, une opportunité de juste quelqu'un qui dit: «Bon, moi, c'est pas mon créneau, mais je vous transfère à quelqu'un d'autre». Mmh. Et nous, on a eu enfin, ça a été du travail, mais ça a été un travail nécessaire aussi et qui nous a permis d'être aussi identifiés, parce qu'une revue de presse, ça compte énormément quand même. Et on a été, par rapport au festival Feu Follet, 2 fois sur France Bleu Berry, je crois, 3 fois sur le Berry républicain et aussi, un Je autre, sais pas, on a eu une dizaine d'articles une pendant dizaine d'articles, le festival, plus de passages radio. plus de passages radio. Mais il n'empêche qu'en fait, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est absolument nécessaire pour nous, l'année prochaine, la Oui. deuxième édition du Et oui. festival, par Et bah, exemple. parce qu'en fait, vous travaillez sur un temps long, en fait. Bien sûr C'est ça. que quand vous vous êtes lancé, vous étiez à court terme parce que d'un coup, ça allait être en février. Et bien sûr qu'en en mars, une fois que vous avez eu fini, que vous avez regardé les chiffres, vous vous êtes dit: «Merde, on est déficitaire». Mais en fait, ce que vous venez de payer là, vous avez payé en avance, en fait, pour la crédibilité et les ressources que vous avez pour les années à venir. Votre implantation dans le territoire, des articles de presse, on vous voit, on vous entend à la radio, vous avez une identité qui est désormais connue sur le territoire, vous avez des chiffres à présenter, parce que des chiffres à présenter de budget et de représentation lorsqu'il s'agit de faire des dossiers de subvention, je suis persuadé que c'est une ressource très précieuse. Donc en fait, oui, d'accord, sur le moment, vous êtes déficitaire, mais en fait, ça vous permet de créer les fondations de ce qui va vous emmener plus loin après. Mais l'important, c'est de ne pas s'arrêter au déficitaire. C'est de se dire: «Cet essai, transformons-le», même si ça m'a fait, même si ma trésorerie en a pris un coup sur le moment. Mais c'est-à-dire que très concrètement, à partir du premier jour du festival, donc on était en train de le faire, on était déjà en train de travailler pour celui de l'année prochaine. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, enfin, c'est une boucle, quoi. Ouais. On a arrêté de travailler sur, l'édition de cette année, Directement, on réfléchissait. directement, on réfléchissait à celle de l'année prochaine. Juste revenir sur ce côté, gestion du budget et gestion du déficit. Hem, on n'est pas là pour encourager les gens à faire n'importe quoi et à creuser son propre déficit parce que derrière, plusieurs choses. Déjà, ton bureau est responsable de ta trésorerie. Si jamais tu es en défaut de paiement, toi et ton bureau, vous êtes dans la merde. Donc faut pas faire n'importe quoi. Nous, c'est pas que ça faisait partie du plan, on aurait adoré ne pas être déficitaire, mais on avait aussi prévu cette éventualité. Ouais. On savait qu'on se mettait pas dans une situation complètement catastrophique si on le faisait. Quand je dis pas complètement catastrophique, c'est quand même pas génial, mais
il faut prévoir les trucs. Et il se trouve que nous, dans la compagnie, on parlait de compétences tout à l'heure. Justement, les études qu'on a faites avant et nos expériences professionnelles qu'on a eues avant nous ont permis de préparer tout ça. Mais faut pas faire ça n'importe comment en se disant, de toute façon, au pire, on est déficitaire, c'est un investissement sur l'avenir. Non. La grosse erreur, je pense, qu'on a faite, mais ça fait aussi partie de notre caractère, c'est qu'on a voulu faire ça en 6 mois, alors qu'en fait, on aurait dû faire ça en 1 an et demi. Et en fait, on aurait eu le temps de trouver les mécènes. Mmh. Donc moi, j'encourage, les gens à prendre le temps de créer un projet, d'aller vendre tranquillement ce projet-là, rencontrer les gens, non pas en 2 mois, mais en 1 an et comme ça, bah, la saison d'après, vous êtes sur scène. Et le déficit n'est pas un objectif en soi, ni un moyen. Attention, vraiment. Aussi, nous, on a l'avantage d'être 3 et c'est extrêmement difficile de se lancer dans une compagnie tout seul et encore une fois, moi, j'encourage à ce que les gens aient des collaborateurs et des collaboratrices. C'est hyper important. Diviser pour mieux régner, Diviser pour, pour être mieux plus serein, ouais, pour dormir. Diviser diviser pour pour dormir. réduire l'angoisse. Ouais, c'est clair. Pour réduire. Présenter sous le bon angle C'est les ça, faits. c'est ça. Et tu peux le faire presque dans n'importe quelle, Totalement. situation, pour n'importe quelle facette de ta vie, si tu veux, hein. Exact. C'est comme un entretien d'embauche, tu peux dire: «Eh ben, je suis, hyper organisé» ou alors, tu peux dire, perfectionniste ou, trouver une manière négative de le dire. Il y a quasiment toujours une manière de présenter positivement ou négativement les choses. Donc rassurer, du coup, en présentant des Rassurer partenaires. en présentant les partenaires avec qui tu as déjà travaillé, réfléchir aussi à la manière dont tu vas présenter ta pièce ou tes pièces. Parce que toi, tu es l'auteur ou tu es le metteur en scène ou tu es l'artiste. La personne en face de toi va percevoir ta pièce. Il y a que 3 phrases pour la convaincre, pour lui transmettre tout ce qui te traverse en tant qu'artiste, tu vois? Et donc bien réfléchir à qu'est-ce que tu racontes, tu vois? C'est l'histoire de Comme ce que tu l'identité de la veux. compagnie dont on Ouais, parlait tout à pareil, l'heure. il faut être ultra clair sur ton identité. Parce que Et aussi ce que je voudrais mettre en avant là-dedans, c'est qu'il faut pas, se sentir agressé. Dans le sens où les gens ne te connaissent pas, ne t'attendent pas, ne savent pas ce que tu vas faire. Et je pense que là, c'est le moment où vraiment en tant qu'artiste, on doit mettre un peu son ego de côté, quitte à simplifier au maximum ce qu'on fait ou à l'étoffer si les gens veulent aller un peu plus loin. Mais je pense que le vrai travail, là, c'est un travail d'adaptabilité, c'est être sûr de soi-même, être sûr de ce que tu veux présenter, être sûr de tes pièces, tes, vocation ou velléité artistique, mais être en capacité d'adaptation avec la personne que tu auras en face de toi. Parce que la personne que tu as en face de toi, en fait, peut-être que c'est un élu et que si c'est un élu, c'est pas forcément une personne qui comment dire? Qui a fait des études en lien avec la culture ou quoi que ce soit. Notamment nous, dans nos villages, dans le Cher, il y a plein d'élus qui sont, des agriculteurs, qui sont, des maîtresses d'école, qui sont, tout un tas de professions, auxquelles nous, on se confronte pas particulièrement en tant qu'artistes dans nos cercles de communication assez restreints. Donc il faut aussi être en capacité de pouvoir adapter son discours sans se trahir, mais en tout cas Hem, Alexis dirait, de pouvoir, réfléchir à ces éléments de langage. Qu'est-ce qui, pour moi, sans me trahir, ressemble à ce que j'ai envie de dire et qui pourrait être bien reçu par la personne d'en face? Tout en sachant que cette personne-là, on l'a évoqué avec une compagnie, la dernière fois qui a aussi fait une tournée, en région. Cette personne-là a peut-être des comptes à rendre aussi. Si elle totalement. décide de vous allouer du budget, il va falloir qu'elle rende des comptes et il y a le risque que, elle passe pour quelqu'un d'incompétent si c'est un fiasco, ce qui serait normal Totalement. et donc il faut, lui montrer des éléments qui vont la rassurer. Totalement. Et puis aussi, il faut se détacher du jeu politique interne qu'il peut y avoir entre des communautés de communes et des communes, entre des élus d'une certaine, enfin, entre plusieurs élus d'une même commune, entre, des maires, tout ça. Mmh. On n'est finalement que des partenaires artistiques, mais on n'a pas vocation à avoir une place importante dans la politique de notre territoire. On a évoqué énormément de choses sur le festival, de l'organisation à l'exécution. Peut-être qu'on peut faire une, dernière parenthèse sur, vos actions culturelles. Est-ce que vous pouvez nous donner une action culturelle type que vous avez fait et à quel point ça a été un argumentaire décisif pour que les partenaires vous fassent confiance? L'action culturelle, globalement, le projet pédagogique de la compagnie, c'est ce qui est un peu dans notre ADN depuis le début, parce que tous les 3, avec Alexis, et même globalement les gens qui tournent autour de la compagnie, on a tous été, à un moment donné, impactés par des gens qui sont venus nous voir.
et qui ont pris le temps de discuter avec nous, de transmettre un peu de ce qu'ils savaient du théâtre et de comment ils le voyaient. Quand on a créé le festival, c'était assez clair pour moi et après j'en ai discuté avec, tout le monde de proposer des ateliers. Qui plus est parce que ça ressemblait beaucoup, très égoïstement, à mon histoire aussi, de me dire: «Moi, j'ai eu la chance d'être confrontée au théâtre parce qu'il y a une troupe itinérante qui est venue et qui m'a permis de discuter, de faire un atelier, tout ça». Après, on avait 2 pièces, du coup, cette année et on a pris le temps chacun, donc chaque équipe, de discuter ensemble. C'était moi qui chapeautais un peu le truc parce que juste c'est ma responsabilité au sein de la compagnie, mais de discuter ensemble de déjà, comment se sentaient les gens par rapport à l'action culturelle. Parce que, un artiste, c'est pas forcément un médiateur culturel. Tout à fait, C'est ouais. pas inné, ouais. C'est pas inné. Et il y a des artistes qui peuvent aussi ne pas aimer ça du tout, ou qui peuvent préférer avec des adultes et pas avec des enfants, ou avec des enfants, mais pas avec des personnes âgées. En fait, on n'est pas là pour forcer les gens non plus. On est là pour co-construire un projet avec eux. Donc déjà, ça a été le premier temps, c'était, qu'est-ce que vous aimez faire? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez déjà eu des expériences? Vous avez votre BAFA? Vous avez déjà été dans des collectifs? Vous avez déjà fait des ateliers ou quoi que ce soit? Après, dans un deuxième temps, ça a été bon, bah, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre de vos compétences en tant qu'artiste et de votre pièce? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez particulièrement faire? Si par exemple, notamment on est en train de discuter, nous, par rapport à l'année prochaine sur le festival Feu Follet, on sait que dans le Croissant Bleu, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec la lecture à voix haute. C'est sûr que les actions culturelles vont être majoritairement tournées sur ce projet-là. Absolument. Nous, on a la chance d'être une compagnie avec plein de compétences, plein de personnes qui savent faire beaucoup de choses. On n'aurait pas hésité à mettre la musique tout simplement parce que Paul est musicien, par Mmh. exemple. Donc après cette partie-là où on est honnête avec nos compétences et honnête avec ce qu'on veut faire aussi, À nouveau. à nouveau, il y a toute une partie où on va essayer d'imaginer. Donc cette imagination, elle se base sur plusieurs choses. Donc qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce qui va être intéressant pédagogiquement pour notre public. Ouais. Et il y a justement, j'étais en train de me demander au fur et à mesure que tu le disais, il y a un cahier des charges pour mener des actions culturelles ou c'est quand même très arbitraire? Il n'y a pas forcément de cahier des charges. Nous, on dirait, dans la compagnie, c'est moi qui m'en occupe, donc j'essaye de faire en sorte que ce soit adapté. Pour ça, j'ai un appel à un ami, enfin plutôt un appel à une maman, puisque ma maman est puéricultrice et Mmh. donc très régulièrement, je l'appelle pour lui dire: «Bon, bah, voilà, là, on va faire un atelier avec des 4 ans, 4-5 ans. Et voilà ce que j'ai prévu. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'ils sont trop pitchouns pour faire ce genre de choses ou pas?» Et donc ça, c'est beaucoup de discussions. J'ai la chance d'avoir travaillé dans un théâtre, aux relations publiques, action culturelle, donc je me suis aussi beaucoup pas mal inspirée de ça et donc à partir de là, ce que je fais avec les artistes, c'est qu'on crée des scénarios d'action culturelle. Donc dans ces scénarios d'action culturelle, il y a une trame d'une histoire avec les bullet points, donc les points importants de qu'est-ce qu'on veut faire passer, qu'est-ce qui sont importants et nous, on arrive avec ça. Sachant que ça se passe jamais comme prévu, Sachant hein. que ça se passe jamais comme prévu. D'accord. Et une fois qu'on arrive avec ça, on va voir les maîtresses, les maîtres, les professeurs, les responsables si c'est des associations, Mmh. ou toute personne qui va nous encadrer et on leur dit: «Bon, bah, voilà, ça, c'est nous ce qu'on propose. Est-ce que vous, dans votre classe, dans votre groupe, vous avez des choses, des besoins précis, des choses à nous dire sur certains élèves? Est-ce que vous travaillez quelque chose en classe que vous avez envie qu'on discute?» Notamment, on a fait une action culturelle où il y a une maîtresse qui nous dit: «Voilà, nous, on a un vrai souci de bienveillance dans cette classe, c'est très compliqué. Est-ce qu'on peut en discuter?» Parce qu'en fait, nous, on arrive avec notre bagage d'artiste et effectivement, on met en place un projet pédagogique qui se veut extrêmement sérieux, mais on arrive de manière ponctuelle. Donc les élèves, on les connaît, sur les 2 heures où on les a ou Oui. sur la semaine, mais je veux dire, c'est rien comparé à des personnes qui, travaillent toute l'année avec eux. Donc forcément, on a ce dialogue-là avec les professeurs. Les gens qui participent, se familiarisent avec nos pièces, donc c'est aussi un moyen de les emmener, de les tirer dans notre univers aussi. Mmh. Et donc ce qui a beaucoup fonctionné, on a fait des escape games théâtraux. Donc c'était, on l'a fait avec La chasse aux dinosaures, notamment pour Jamais 212. Puisqu'il y a un dinosaure dans cette pièce, je Puisqu'il y a un précise. dinosaure dans cette pièce, effectivement, Très, très dangereux. extrêmement dangereux. Et donc là, c'est donc, ça fonctionne comme un escape game si vous y avez déjà joué. Et pour arriver jusqu'à la fin et arriver à la victoire, on va dire, il faut passer des étapes et chaque étape est un mini atelier de théâtre Et donc il faut valider cette étape-là C'est ça, pour, avancer dans c'est ça. le en termes de groupe.
Donc c'est ça, vous avez scénarisé finalement plusieurs types d'activités en fonction des besoins du lieu et de vos compétences Mmh. pour proposer des activités culturelles, majoritairement à des enfants, si j'ai bien compris, Cette cette année, année? majoritairement à des enfants, parce qu'on Ouais. a travaillé plutôt avec des primaires et des centres de loisirs. Mmh. Mais on a déjà fait des actions culturelles avec, des lycéens et non, en fait, pendant le festival, il y avait aussi des adultes qui ont fait des ateliers, mais plutôt Oui, des oui. ateliers d'écriture. Mmh. Oui, oui. Très intéressant. On a fait une vingtaine d'ateliers. Je pense qu'il y avait 4-5 ateliers avec adultes et une Mmh. quinzaine d'ateliers avec enfants. Aussi, bah, tu vois, on parlait de s'adapter. Notre première action culturelle, c'était donc avec le musée du Louvre. Ouais. Euh, Collège, troisième et seconde, tu vois. Et des gosses pas que intéressés. Et au fur et à mesure de l'action, on réfléchissait à chaque fois, on adaptait, tu vois, pour que, bah, essayer de les captiver, de leur parler de telle œuvre, essayer aussi de les aider dans telle problématique qu'ils avaient en termes scolaires. C'est-à-dire qu'ils avaient, par exemple, le brevet à la fin de l'année. Bah, on a essayé de faire une journée sur l'écriture d'invention, comment être créatif, tu vois, pas avoir peur de se lancer, machin. Et on a remarqué au fur et à mesure qu'ils aimaient bien quand il y avait de la compète. D'accord. Et l'escape game théâtral est venu justement de ça. On se disait: «Mais comment faire pour qu'ils se plongent dans l'exo?» Parce que tu vois, tu es avec des gosses de 14-15 ans, tu as le regard de l'autre qui est très, très fort, c'est assez dur de les emmener dans des exos de théâtre que nous, on apprécie en tant que comédiens, mais où il faut un certain lâcher prise, ou au moins avoir envie d'essayer et de pas avoir peur de faire des trucs, Et de se rigolos, quoi. sentir en Oui, sécurité Voilà. aussi. oui, on le fait par sécurité, Et puis donc en on le fait fait par choix aussi. Eux, ils sont et on là, ils voulait ont les été mettre, dans ce emmenés, truc-là où ils décidaient de se mettre à fond dedans et en fait, l'escape game théâtral est venu de là, sur la fin de l'action culturelle, on s'est dit: «OK, bon, bah, cette séance-là, on va pas faire une séance où on leur apprend quelque chose, où on leur tente des exos. On va mettre 2 équipes et en fait, le but, ça va juste être de battre le copain, quelle que soit la méthode». C'est-à-dire qu'en fait, l'exercice que tu vas donner, pour eux, ça va être un match, ça va être un combat. Ça va pas être quelque chose d'artistique. Ils vont pas s'en rendre compte tout de suite. On les a juste mis en condition de compétition et à partir de là, du coup, là, c'était pas, le dinosaure qui mangeait des gens, c'était, le musée du Louvre qui cramait, ou Non, un truc similaire. il y avait le, Il y musée avait du Louvre une qui s'était fait voler ses œuvres. Non, c'est ça? oui, il y avait le musée du Louvre qui s'était fait voler ses œuvres, mais enfin, il y a une salle où ça cramait. Enfin bref, il se passait plein de trucs, et il fallait absolument, sauver le musée, tu vois? Et donc c'était quelle équipe sauverait le musée et c'est pour ça qu'on parle de s'adapter, c'est que nous, on a des idées en tant qu'artistes, mais il faut surtout que ces idées, on arrive à trouver le moyen qu'elles parviennent, tu vois, au public que tu vises. Et donc ils étaient à fond et ça s'est super bien passé et à la fin, on leur dit: «Bon, bah, voilà, vous avez fait ça, vous avez réussi à vous concentrer, à avoir de l'écoute en commun, à faire de l'impro, à, il y avait plein de choses». Enfin, en fait, on leur montre aussi les compétences qu'ils ont réussi, enfin les compétences, les actions qu'ils ont réussi à mener sans s'en rendre compte Mmh. et ils étaient trop contents. Bah, justement, là, tu me parles du retour que vous faisiez, les lycéens, collégiens. Quels étaient les retours que les gens vous faisaient, quand vous avez fait le festival, par rapport aux ateliers et puis par rapport aux représentations aussi? Au fait que vous soyez venus à eux? Bah, les ateliers, c'est ce qui était génial et on avait déjà joué avec Jamais 212 sur le même principe en faisant des ateliers avant. C'est que vu qu'avec Jamais 212, toutes les actions culturelles mettent en avant des personnages, c'est-à-dire que c'est pas les comédiens qui y vont, mais c'est vraiment les personnages de Jamais 212 qui vont mener les ateliers. Ça permet non seulement une écoute de la part des personnes qui ont fait les ateliers et qui sont dans la salle après, qui au final on leur a donné aussi les clés ou le moyen de s'approprier les personnages, donc de s'approprier l'histoire et ils sont super contents d'arriver en sachant déjà plus ou moins ce qui va se passer, en connaissant le nom du personnage, en sachant ce qui se passe. «Oh, c'est la Marguerite qu'on a vue tout à Ouais. l'heure!» Oui, Ouais, mais ça c'est Par ça, exemple. ouais. par exemple. Bah, en fait, on leur donne un moyen d'être proche de nous, d'une certaine manière et ce que le théâtre rend extrêmement difficile, en fait, globalement sans les Oui, de ateliers, par sa convention de par qui sa est, ce qui convention. se passe sur scène, le public. Et Totalement. s'il y a pas un bord scène après ou un échange, au moment de boire un coup ensemble, par exemple, Mmh. pour échanger, pour discuter, oui, je peux comprendre que ça fait un peu, on vient, on consomme et on repart. Bah non, nous, C'est par ça. définition, si on fait du théâtre, enfin, je sais que à vous et à nous, à nos 2 compagnies, nos valeurs sont alignées, c'est pour qu'il y ait ce moment d'échange-là après ou même avant, Mmh. parce que c'est ce qui fait que humainement, ça devient des expériences très, très enrichissantes. Exactement et puis c'est aussi une manière de montrer aussi ce que c'est comme métier. C'est-à-dire que nous, quand on va faire des actions culturelles, on explique, ils expliquent ce que c'est qu'être comédien, ce que c'est qu'être auteur, ce que c'est que
que être technicien, parce qu'on a aussi nos techniciens qui font des actions culturelles aussi. Ça nous arrive de montrer le décor, comment ça fonctionne et tout Mmh, ça. mmh, Donc c'est aussi une manière de ouais, pas promouvoir, mais de montrer qu'être comédien, c'est un métier qui existe vraiment. mmh. Donc il y En a tout fait, ça. finalement, tu finis par perpétuer un peu, tu le disais tout à l'heure, ta propre histoire. Mmh. Ouais. Tu fais en sorte d'aller à la rencontre des gens pour pouvoir créer des vocations aussi peut-être éventuellement ou pour mettre en contact avec cet art qui peut paraître parfois un peu distant ou avec lequel on est rarement mis en contact Mmh. quand on est jeune et qu'on grandit, à la campagne. Ouais, et puis qui est souvent fantasmé aussi. Mmh. À fond. Mais il y a dans le festival, il y avait aussi à la fin des représentations, enfin des éditions, on organisait un verre Mmh. avec une association locale, une buvette et on a mis un point d'honneur à être là pour discuter avec les gens aussi à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils vous disaient justement pendant ces moments-là? J'ai «Merci rien d'être compris. venu». «J'ai rien compris». Non. D'accord. Non, non, alors déjà, si on repart des enfants, parce que Jamais 212, c'est familial et les actions étaient menées auprès d'enfants, donc forcément, c'était eux qui venaient nous voir en premier. Ils étaient trop contents, ils on a eu nos premières signatures d'autographes, ça, c'était trop mignon. C'est vrai. Et les parents, voilà, c'est plus je parle de la pièce, mais les adultes étaient très contents aussi d'avoir, pu assister à une pièce qui était aussi bien pour les enfants que pour les parents, tu vois? Donc on avait des retours hyper positifs, aussi dans la mesure où, notre territoire, il y a beaucoup de pièces qui se jouent qui sont, comme je t'ai dit, des vaudevilles, ou des classiques menés par des troupes amateurs. Ils nous remerciaient simplement de participer à cette diversité dans la proposition artistique auquel ils avaient accès. Même, je pense à aussi l'autre pièce, Voyage d'un assassin, qui était produit par, la compagnie de l'expédition. C'est une pièce où tu as un comédien qui est en scène pendant 1h10, qui parle de la mort, de son rapport à la mort. Donc c'est un assassin qui rentre chez lui, qui essaie de retrouver sa sœur. C'est pas très, très marrant, tu vois? Il y a pas beaucoup d'action en tant que telle, parce que c'est surtout un gars qui réfléchit à ce qu'a été sa vie. Tu accroches pas. Mais en attendant, tu as une proposition artistique assumée et menée par des pros, encore une fois. Et donc ça, pour le coup, ça a été reçu, très positivement. Et voilà, principalement, je dirais, les gens disent: merci de prendre le temps de cet atelier au préalable». Ça, ils sentent vraiment, le plus l'apport que c'est, le vrai bonus, mais le goût de ce bonus-là, ils l'apprécient beaucoup. Bah, c'est un investissement Et envers, la commune, envers les gens qui en font partie. et beh Et on a eu des parents, enfin moi je sais qu'Alexis il a donné des ateliers aussi et donc il est metteur en scène sur Jamais 212 et une fois, il y a des parents qui sont venus le voir en disant: «Ah mais c'est vous Alexis, mais c'est pour vous qu'on est venu voir la pièce» parce que juste l'enfant était en atelier avec lui une semaine avant et qu'il avait traîné ses parents pour venir voir ouais, Jamais 212 et qu'Alexis est pas sur scène donc c'est ça aussi, c'est créer un lien avec les élèves, Ça vous a donné la sensation, en faisant le festival et en rencontrant les gens, que ça vous accordait quasiment automatiquement un créneau pour les années suivantes? je sais pas pas. forcément, rien n'est acquis mais en Ouais. tout cas, c'est une expérience qui nous a permis de connaître un peu plus les besoins de notre territoire aussi. Parce que nous, on arrive avec nos idées préconçues, mais en fait, chaque village a sa particularité, a sa population, a ses propositions. Et aussi, ça nous a permis de savoir que nous, on aimait bien ça, faire des festivals. Donc en fait, ce qui nous permet aussi de se dire que l'année prochaine, sur l'édition 2025, on va peut-être retourner dans des endroits où on a déjà été, mais ce se trouve, on va aussi être dans des villages dans lesquels on n'a pas joué. Est-ce que vous pourriez du coup, parce que là on a vraiment balayé, l'ensemble du festival, si vous aviez, des points d'attention à donner à des gens qui voudraient se lancer dans le même genre d'aventure qui est de, programmer sa propre pièce, à quoi vous leur diriez de faire attention? Parce que moi j'ai presque envie de vous demander, voilà, si vous deviez le refaire, à quoi vous feriez attention? Vous en avez parlé du coup, de bien prendre le temps d'organiser tout ça en amont. Mais là vous avez comme c'était la première fois, vous avez acquis tellement d'expérience qu'en fait il y a 16 sujets différents à aborder sur lesquels l'an prochain vous allez faire les choses différemment. Mais s'il y a un conseil que vous donneriez à une jeune compagnie qui veut se lancer dans un feu follet bis? Je pense qu'il y a quelque chose, qui est enfin, qui peut sembler complètement banal, mais qui est quand même important à souligner, c'est que même si vous êtes artiste, que vous êtes un jeune artiste, vous avez plein d'idéaux. Ne pensez pas que vous allez amener la culture aux gens. C'est-à-dire que les gens ont pas besoin de vous pour, avoir la culture. Vous leur proposez juste une autre manière Mmh. de du spectacle vivant ou de l'art. Mais vous êtes pas des grands messies
Et les gens dans les territoires n'ont pas besoin d'être éduqués à la culture. On en a discuté avec plein de gens qu'on a rencontrés qui nous disaient: «Ah mais il y a des fois, il y a des autres, compagnies ou il y a des autres, artistes qui viennent et ils viennent nous montrer l'art, quoi» et c'est souvent mal pris. Donc ça, faites attention, soyez humbles tout simplement. Enfin, on est surtout nous, on vient de ce genre de territoire-là aussi et je pense qu'au fond, on a tous enfin, personne ne trouve ça très agréable que quelqu'un, Ouais. vienne pour, éduquer qui que ce soit et après je dirais, appelez les gens, allez voir les personnes et faites un petit tour sur, les compétences culture. Qui possède quoi? Qui a la compétence culture, c'est-à-dire qui Ah, je programme. comprends. Oui, Et donc ça, c'est encore une fois, voilà. il faut se mettre dedans. Tu te Ouais. rends compte que c'est un bordel sans nom et Mmh. après, du coup, tu finis par démêler les trucs. Si tu veux jouer dans un musée, tu fais appel au chargé de médiation culturelle. Voilà. Voilà. Si tu veux jouer dans une commune, c'est la personne qui est occupée, qui est attachée Mais à la est-ce que culture. c'est la commune qui a la compétence culture ou est-ce que c'est la communauté de communes? Là, tu rentres dans Faut un truc, téléphoner. il y a même un moment où on était en train de construire, le festival où on faisait une sorte de jeu, c'était la devinette. On faisait des devinettes, à savoir qui était la chargée de culture de quelle communauté de communes. Je dis là parce D'accord. que c'est 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 des souvent des femmes, femmes, enfin ouais. nous pour l'instant on travaille qu'avec des femmes. Le conseil que je voulais donner est lié à ce que tu disais. Hem, Posez-vous la question de ce que vous pouvez apporter à la communauté que vous voulez intégrer. En quoi vous pouvez être utile en tant qu'artiste, en tant que collectif. Pourquoi les gens pourraient avoir besoin de vous, ou pourraient envie de travailler avec vous. Si vous venez juste pour dire: «Je suis un super artiste, j'ai une super pièce, achète-moi», parce que voilà, ça marchera pas. Heu, de quoi elle parle votre pièce? De quel sujet intéressant elle parle? Qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de ça? J'en Est-ce sais que rien vous moi. avez Est-ce un que ancrage dans votre art aussi, dans votre territoire, Ouais. tout ce genre de choses, c'est vrai. Est-ce que tu vois, est-ce que ta pièce, elle parle de nature? OK, dans ce cas-là, tu peux te rapprocher des gens qui s'occupent de ça, dans le coin ou qui sont sensibles à ça, peut-être les maîtresses, elles ont envie de enfin, moi, je vois au collège de Pouilly-sur-Loire, il y a tout un truc qui est fait autour du développement durable en ce moment. Du coup, peut-être, tu vois? Mais pose-toi la question, pourquoi les gens pourraient avoir envie de travailler avec vous? C'est pas une évidence que les gens vont travailler. Comment nourrir leur intérêt Comment de nourrir leur manière ouais. intérêt? Mais parce qu'il y a il y a toujours quelque chose à retirer d'un Ouais, geste artistique. on n'est jamais une évidence et tu as raison là-dessus aussi et c'est se dire, pouvoir se dire aussi: «Pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça parce que j'ai envie de gagner plein d'argent?» Dans ce cas-là, soyez pas, Ne faites pas du théâtre. faites pas du théâtre. Mais surtout, est-ce que je fais ça parce que, j'ai envie d'être ici, parce que j'ai grandi ici? J'ai envie d'être ici parce que j'aime cet endroit? J'ai envie d'être ici parce que j'ai l'impression que ma pièce, il y a un écho? Mmh. Qu'est-ce Ouais, qui bien vous sûr. attache au lieu où vous allez proposer? Parce que bien sûr, le lieu, c'est lui qui vous choisit, mais vous choisissez aussi le lieu où vous demandez. Donc il faut Bien sûr. réfléchir juste, même si c'est un peu inconscient, qu'est-ce qui vous pousse à faire ce genre de choses? Et est-ce que ces activités culturelles que vous avez proposées là, vous allez pouvoir l'inscrire dans ce qui s'appelle le pass culture, qui est une sorte de plateforme sur laquelle, les organismes peuvent réserver des créneaux d'activités culturelles? Vous vous y êtes, intéressés? Vous avez cherché à l'obtenir ce pass culture? Vous l'avez? Alors déjà, je reviens un tout petit peu sur ta définition du pass culture. Le pass culture, il faut savoir que donc il y a 2 sortes de pass culture. Un pass culture qu'on appelle individuel et un collectif. Mmh. L'individuel, il est, à libre disposition des élèves. Donc on leur alloue une somme chaque année, Entre 16 et 18. entre 16 et 18 ans. Je crois, du coup, tu vas confirmer Julie, pour qu'ils puissent dépenser cet argent, du pass culture dans des activités culturelles ou dans des produits culturels, il faut que ces produits ou ces activités aient en amont été reconnus comme faisant partie de ce pass culture. Exactement. OK, exactement. Et donc du coup, en parallèle de cette, part individuelle, il y a une part collective qui elle est donnée, directement aux établissements de la 6e à la terminale. Pour chaque élève, il y a une certaine somme. Donc collège-lycée, auprès d'une classe, tu ne gagnes pas l'argent qui correspond à l'élève. En fait, c'est l'établissement qui dispose, Oui, d'un budget global et qui en fait ce qu'il veut. Si jamais l'établissement décide de mettre tout son argent sur une classe, ils font. Et il faut savoir que du coup, ce pass culture-là collectif qui est, donc géré par les établissements, n'est pas cumulable d'année en année. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, si tu as pas utilisé, je sais pas, l'équivalent du budget d'une classe de terminale, tu gardes pas l'argent. C'est-à-dire que l'argent est retiré de ton pass culture et l'année d'après, la même somme t'est allouée,
pour tes activités. Sur la première fois, on a été refusé, on nous l'a pas donné, on a pu l'avoir parce qu'on a eu une lettre de recommandation du théâtre avec qui on travaillait à l'époque, l'Étoile du Nord, par Mmh. rapport à nos actions culturelles avec le musée du Louvre et aussi parce qu'on a montré des articles de presse. Je pense que Vous avez justifié de votre expérience, enfin de votre C'est ça. compétence on a à les justifié notre exécuter. expérience. Le pass culture, du coup, de la manière dont c'est structuré, est une manne financière évidente, que l'éducation nationale essaye de protéger par justement ce tri à l'entrée. Donc il faut faire ses preuves. Tout le monde n'a pas accès au pass culture. C'est pour Et ça qu'il y a certaines étapes pour l'avoir. exactement et d'ailleurs, je pense que nous, on était quand même, heu, au début de ce pass culture-là quand on l'a eu. Mmh. Je pense que pour accompagner d'autres compagnies, c'est plus difficile de l'avoir à l'heure actuelle que ça ne l'était pour nous il y a 2 ans. Puisqu'il y a de plus en plus de monde qui ont compris que c'était effectivement une manne financière évidente et qui tentent d'avoir ce pass culture-là. Puisque le pass culture nous permet non seulement de rémunérer des ateliers, mais aussi de rémunérer des places pour des représentations. Donc, effectivement, quand on a des soucis de remplissage de salles, il est clair que proposer à une classe, une représentation, en scolaire avec une totalité prise en charge par le pass culture, ça te permet, globalement de remplir ta salle. Donc effectivement, ça c'est quelque chose à prendre en compte, c'est que c'est un outil, assez important, que ce soit pour, la diffusion ou que ce soit pour des actions culturelles. Donc toutes ces actions qu'on a menées avec le festival Feu Follet auraient pu rentrer sur le pass culture, effectivement, mais vu que nous, on a travaillé essentiellement avec des écoles primaires et des Mmh. centres de loisirs, Qui ne faisait pas ça ne partie faisait pas des partie, établissements. des établissements. Si on avait travaillé avec des collèges, effectivement, on aurait pu, passer par le pass culture pour être rémunéré. C'est juste que là, nos partenaires ne s'y prêtaient pas forcément. C'est finalement un espèce de catalogue pour les établissements scolaires et ils peuvent choisir à l'intérieur de ça ce qu'ils vont vouloir montrer, à leurs élèves. Oui, Mmh. donc en fait, il y a une partie qui est cataloguée. Ouais. Donc si toi, tu es prof et que tu cherches, que tu veux faire, je sais pas, un atelier de cirque, tu peux chercher par mots-clés, trouver un atelier de cirque, rentrer en contact avec la compagnie ou la structure qui fait ça. Mais il y a aussi une autre partie du pass culture qui est fléchée, on va dire. Mmh. Donc ça veut dire que si toi, tu es un établissement et que moi, je suis le 12 et qu'on veut spécialement travailler avec vous, je vais pouvoir flécher l'action pour qu'elle ne soit visible que de vous, D'accord, je vois. tu vois? Ouais, d'accord, tu peux faire une espèce de tri en amont des établissements qui vont être en capacité de voir ton Exactement. activité. D'accord, ouais. Alors, c'est pas parce que tu as pas le pass culture que tu ne peux pas en bénéficier. Typiquement, si jamais tu as un spectacle qui est super et qui pourrait intéresser des collèges-lycées, Oui, je vois. tu peux travailler, en fait, tu peux jouer dans une salle. Généralement, les salles, ont le pass culture, enfin, il y en a beaucoup qui l'ont en tout cas. Tu leur demandes s'ils l'ont et si la salle a le pass culture, tu Oui. peux, dire à la classe, du lycée, Jules Ferry à côté de chez toi, de venir te voir et de payer ça via le pass culture et tu récupères ensuite, tu t'arranges avec le producteur, enfin Tout à fait, ouais. avec la salle. Le pass culture, effectivement, il est pas forcément facile à avoir, mais avoir le pass culture, c'est aussi s'engager à proposer des ateliers pédagogiques de qualité, puisque du coup, tu es référencé littéralement par le gouvernement. Donc, il y a quand même une certaine surveillance de ce que tu peux faire. Et puis, en plus, tu es soumis à une évaluation des professeurs, pas forcément consciente, mais en fait, ils ont tous les droits de faire des retours sur toi également auprès de la Absolument. structure. Mmh. Donc c'est aussi quelque chose à penser, c'est que si vous n'avez pas de projet pédagogique, si vous avez jamais fait d'action culturelle, commencez déjà par structurer. Si vous avez comme d'hab, si vous avez des gens à qui appeler, pour savoir si ça peut fonctionner en collège, vous connaissez des profs, vous voulez rappeler votre ancien prof de collège ou de lycée, on ne fera pas le même type d'atelier, pour, un lycée hôtelier que pour un lycée général, par exemple. Il y a toute une topologie des lieux qui est hyper important et des élèves aussi à prendre en compte. Donc, vous pouvez avoir le pass culture. C'est vrai que c'est génial. Ça nous permet d'avoir accès à des financements. Ça nous permet aussi à avoir accès plus facilement au contact avec les professeurs et eux, on va dire, les rendre moins frileux sur le fait de nous accueillir aussi. Oui, parce qu'il y a il y a un élément sur lequel vous avez une vitrine, vous pouvez mettre tous les éléments d'information et eux, ils peuvent le consulter, de la même manière que ce serait un dossier artistique, mais là, vous avez, Totalement. presque une page produit, en fait, hein, Mmh. sur la plateforme. Ça permet plein de choses super. En revanche, ça demande quand même, d'être assez sûr de soi quand on fait des ateliers Oui. et d'avoir travaillé en amont. Et aussi, faudrait nous, ça fait partie du cœur de notre compagnie, le Mmh. projet pédagogique, les Oui. actions culturelles, mais tous les artistes ne sont pas obligés d'être C'est des pas le cas de médiateurs. tout le monde, absolument. Voilà. C'est pas Et c'est nécessaire, pas c'est pas grave. grave, absolument, tout à fait, ouais. Si vous sentez vaut mieux que si vous sentez que vous êtes pas capable de faire ce genre d'atelier, ne pas le faire.
Mmh, mmh mh. Plutôt que d'embarquer, des élèves, des collégiens pour qui ce sera peut-être le premier contact avec, l'art Mmh. dans des choses qui seront pas forcément où ils se sentent de toute façon, ils vont sentir que vous êtes pas à l'aise. Donc nous, c'est notre cœur de compagnie, mais si c'est pas le vôtre, c'est pas grave non plus, quoi. En 2 minutes, quelles vont être les prochaines actualités de la compagnie? On vous retrouve à Avignon donc? Mmh. Festival d'Avignon, Quel théâtre ce théâtre du sera? Grand Pavois, 18h50 avec la pièce Jamais 212, l'histoire de la première déclaration d'amour. Très bien et après en 2024, Et après puis en 2025 2025 surtout avec la deuxième édition du festival Feu Follet donc? Oui, Oui. 2025, la deuxième édition du festival Feu Follet qui accueillera une pièce de la compagnie qui s'appelle Après les cerises et qui accueillera également la compagnie du Croissant Bleu, pour, Le Petit Prince. Voilà, Une compagnie qu'on connaît bien. une compagnie qu'on connaît bien, avec qui on a hâte de travailler et après sinon, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas et si vous avez besoin de quoi que ce soit aussi, on acceptera de répondre au téléphone comme on le fait si souvent, avec nos copains. Eh ben, super. Merci beaucoup. Merci Julie, merci Paul, Merci. je suis très content de vous avoir reçu. Vous avez vraiment une expérience, phénoménale et une manière de voir les choses, qui peut être très productive, je pense, pour une, jeune compagnie. C'est-à-dire que si toutes les jeunes compagnies commencent en se posant les questions que vous venez d'évoquer, je pense que 90 du boulot est fait et au moins on est soulagé sur la partie, logistique et on peut se consacrer plus à l'artistique. Mmh. Mmh. Est-ce que vous voulez, ajouter quelque chose, un conseil à donner par rapport au festival? Je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais il y a peut-être quelque chose une question que je vous ai pas posée qui vous semblait essentielle? Pourquoi il est bleu le croissant? Ah! Parce qu'un croissant bleu, c'est curieux. Si, moi j'ai quelque chose à dire, quand même, on voudrait je parle pour toi, on voudrait vraiment remercier Alexis Béranger qui a pas pu être là, Oui mais qui est quand même notre, collaborateur, copain, camarade, et ami, oui. et ami, absolument absolu. Dans la vie comme Dans sur la le vie comme plateau. sur la scène et qui fait aussi partie de la compagnie et à plus forte raison, s'il n'était pas là, on fonctionnerait pas Mmh. et on est tous, très, interdépendants là-dessus. Mmh. Enfin pas interdépendants, mais on fonctionne à 3 et on fonctionne, bien à 3. Voilà, donc Alexis. Merci beaucoup Julie, merci Paul, c'était la compagnie Le Grand 12 avec nous aujourd'hui dans la troupe. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.